si je me focalise dans un premier temps sur la promotion immobilière, qu'on constate en fait depuis un an, les taux d'intérêt augmentant, ça a mis un coup d'arrêt aux ventes des opérateurs immobiliers de promotion de l'ordre sur cette année, là, 2023, de 40 à 50%. On a cédé la plateforme à un acteur qui s'appelle Walliance. Walliance étant la première plateforme de crowdfunding immobilier en Italie, leader, avec à peu près 50% de part de marché. Ce que je me dis, c'est qu'effectivement, ce n'est pas un gouvernement qui, paradoxalement, sur l'immobilier, a l'air très moteur. Et s'il ne reste qu'avec des mesurettes, comme ils le font jusqu'à présent, ça ne va pas résoudre la crise du logement. Donc en conclusion, si ça devient une crise sociétale, avec ces deux aspects, je pense qu'ils vont bouger. La question, c'est est-ce que ce ne sera pas trop tard? Salut Jean-Baptiste. Bonjour Laurent. Écoute, je suis très content, très honoré de t'accueillir aujourd'hui. Alors moi, j'ai un petit historique avec la plateforme Limo, parce que Limo, c'est la première plateforme sur laquelle j'ai investi en crowdfunding immobilier. Donc ça date un petit peu, c'était en 2017, sur un projet qui s'appelait Villa Rosier, bon, qui est terminé. Voilà, j'ai été remboursé, le capital est après, donc tout va bien. Donc ça date un petit peu. Donc il y a pas mal de chemin qui a été parcouru depuis 2017. Et aujourd'hui, je pense que c'est pour ça que je t'ai convié. Je te remercie d'avoir accepté cette invitation. Il y a une actualité autour de la plateforme Limo assez intéressante, vu que Limo va se rapprocher d'un gros acteur du marché du crowdfunding immobilier européen. Tu me diras si c'est en lien avec l'agrément PSFP ou pas. Et puis, il y a un autre point intéressant que j'ai très peu évoqué sur ma chaîne et qui intéresse mon audience, c'est la partie promotion immobilière, parce que Limo propose beaucoup de projets de ce type-là. Et en regard avec la crise immobilière, alors crise entre guillemets, mais surtout avec la hausse des taux, la hausse des prix des matériaux, j'aimerais vraiment avoir ton avis, l'avis d'un expert sur ce sujet-là, pour avoir ta vision actuelle par rapport aux projets en cours et puis les projets futurs qui vont sûrement arriver, quoi. Ouais, voilà. avec plaisir. Et peut-être pour commencer, je vais peut-être te laisser présenter la plateforme Limo. Voilà, ça serait peut-être le mieux. Ouais, écoute, merci beaucoup Laurent. Comme je te disais, donc je commençais par me présenter, peut-être effectivement. Donc moi je m'appelle Jean-Baptiste Velleux, je suis un des cofondateurs d'une plateforme qui s'appelle Limo. Et aujourd'hui, je travaille pour Walliance. Alors, je vais expliquer un petit peu le sujet. Donc, Limo, c'est un groupe dont je suis cofondateur qui a été créé il y a une dizaine d'années et qui a en fait deux grosses activités, une activité de promotion immobilière et une activité de financement participatif immobilier. Donc, en fait, on était parti du principe il y a 10 ans que les acquéreurs d'appartements préféraient habiter dans des petites copropriétés, mais qu'il n'y avait pas d'acteur national qui faisait uniquement des petites copropriétés. Donc, on parle de copropriétés de 5 à 30 logements. Et donc, on a initié ça il y a une dizaine d'années et en créant une plateforme de crowdfunding immobilier qui, à l'époque, était la première en France pour accompagner le développement du promoteur immobilier. Donc, jusqu'à il y a très peu, et je vais en parler, le groupe Limo, c'est bien donc deux activités, une activité de promotion immobilière. Et donc là, les chiffres clés, c'est un peu plus de 600 logements qui ont été construits ces 10 dernières années dans 5 ou 6 régions françaises, mais principalement dans la région parisienne et la région toulousaine. Et la deuxième activité, c'était le crowdfunding immobilier avec une plateforme qui a 28 000 membres, à peu près 50 millions d'euros levés et 25 millions d'euros remboursés. Alors, je dis, donc moi je suis un des cofondateurs et je dis c'était deux activités parce qu'effectivement l'actualité c'est depuis le début de l'année, depuis le début de le mois, on a cédé la plateforme à un acteur qui s'appelle Walliance. Walliance étant la première plateforme de crowdfunding immobilier en Italie, donc leader, avec à peu près 50% de part de marché. Et on s'est rapproché de Walliance, qui a des activités en France également et en Espagne, pour céder la plateforme. Et du coup, avec une vision de Walliance qui est de faire du crowdfunding à l'échelle européenne, maintenant que l'agrément le permet, puisque tu n'es pas sans savoir qu'il y a un nouvel agrément qui permet aux plateformes de travailler maintenant dans l'Europe entière. Donc voilà, et à cette occasion, du coup, je suis ravi de travailler avec Walliance en tant que responsable du développement pour la France et d'accompagner du coup Walliance dans la transition, dans le passage de l'IMO Finance à Walliance en France. Voilà pour les D'accord. actualités. Non, c'est intéressant. Alors, c'est quasiment le premier rapprochement, j'ai l'impression, qu'on connaît sur les plateformes françaises, ou du moins à ma connaissance. Et Walliance propose principalement de la promotion immobilière ou fait également des projets de marchand de biens en Alors, termes de typologie de projet? ouais, historiquement, sur l'Italie et un petit peu sur la France, Walliance a eu plutôt pour objectif de développer des opérations de promotion immobilière avec des acteurs assez importants. Donc là où l'IMO Finance a financé entre 100 000 et 2,5 millions, mais on va dire avec une moyenne à 500, 600 000 euros, chez Walliance, on est plutôt à 1 million, 1,5 million. Avec un montage aussi qui est un petit peu différent, puisque pour la France, l'IMO Finance a depuis le début en fait travaillé avec un montage obligataire, alors que Walliance en Italie fait un montage en equity. Donc
en actions. D'accord. Donc c'est des différences qui sont liées en fait au pays. Et on va voir dans les mois à venir quel type de projet on va vouloir financer, si on reste plutôt sur ce que faisait l'IMO Finance ou si on va plutôt vers ce que fait Walliance. D'accord, d'accord. Alors, du coup, l'IMO existe depuis 2013, C'est plus ou ça. moins, c'est ça. Vous avez levé combien jusqu'à présent en cumulé? C'était Alors juste on a pour donner un levé, ordre d'idée pour ouais, l'audience. on a levé 50 millions à peu près et on a D'accord. remboursé 25 millions. Dans les 10 ans qu'on a exercé cette activité de crowdfunding immobilier, on a passé 8 ans, donc 80% du temps, à financer uniquement nos propres projets, les projets du promoteur Limo. Et depuis 2 ans, la plateforme s'ouvre aux projets de promoteurs tiers, et avec un certain succès, puisqu'on a cette année financé une quinzaine de projets, partant du principe qu'on avait la technologie, partant du principe qu'on avait les investisseurs, et profitant du coup du changement de réglementation qui allait nous amener à avoir un modèle différent, puisque le modèle où le promoteur détient sa plateforme était plus forcément possible. Ah ben on a à la fois ouvert la plateforme à d'autres opérateurs, et puis on a décidé donc de la céder. Donc nous, ça fait une dizaine d'années, 50 millions, voilà, et la moitié qui est remboursée avec un taux de 9% réel de remboursement historique sur la plateforme. Et côté Walliance, du coup, c'est un acteur qui est également historique depuis une dizaine d'années en Italie, j'imagine, pour avoir 50% de part de marché. Et eux, combien ils ont levé par... Enfin, je ne sais pas si tu as l'information Alors, précise ou en le ordre. marché en Italie est un peu plus jeune et un peu moins important qu'en France. Walliance, la plateforme a été créée en 2017 en Italie et est issue d'un groupe plus large qui est présent dans la distribution alimentaire, qui est présent dans la promotion immobilière. Donc, Williams a démarré en 2017 en Italie et après a assez vite pris la position de leader. Euh, et aujourd'hui, pour te donner l'ordre d'idée, le marché italien, c'est sur le premier semestre 2023, un cinquième des sommes qui ont été levées sur le marché français. Donc, c'est un marché qui est plus petit. C'est aussi une des raisons pour lesquelles Williams a la volonté de se développer en France et en Espagne. Et Walliant, c'est un acteur qui a, depuis 2017, levé plus que Limo. Voilà, parce qu'ils ont dépassé les 100 millions d'euros levés sur la plateforme. D'accord. Après, il y a une grosse dynamique sur le marché du crowdfunding immobilier. On le voit bien, déjà en 2022, on avait dépassé un peu plus d'un milliard, 1,2 milliard d'euros, si je C'est ne me ça. trompe pas. Et c'est vrai, bon, ça va peut-être se tasser un petit peu avec voilà, les conditions de marché actuelles, mais effectivement, c'est intéressant de voir ces rapprochements. Alors pour toi, alors je ne sais pas depuis quand datent les rapprochements, enfin c'est pas trop la question, mais aujourd'hui vous avez donc obtenu l'agrément PSFP, donc j'imagine Oui. uniquement pour l'IMO, sans le lien avec Walliance. Est-ce que demain vous allez devoir obtenir un agrément commun ou non, Alors, du tout, c'est pas possible parce que en France, il y a l'AMF qui délivre l'agrément. Et chaque pays doit avoir son propre organisme valideur derrière. alors, l'enjeu en fait de la réglementation européenne, c'est justement ça, c'est que tu n'as plus besoin d'avoir un agrément par pays quand tu veux travailler dans des pays différents. Donc, que ce soit Limo ou Allianz, les deux sociétés ont eu l'agrément PSFP. D'accord. Donc, les deux peuvent en fait travailler dès à présent. Allianz a obtenu un agrément encore plus, enfin, au-delà de l'agrément PSFP, qui permet notamment de ne lever que de lever 5 millions par projet et par an. Allianz a obtenu un agrément qui lui permet d'aller au-delà en fait de cette limite des 5 millions. Donc voilà, on est en train de discuter avec les autorités pour savoir si dans le groupe on travaille avec l'agrément italien ou l'agrément français, mais en fait les deux permettent de le faire. On vient de le faire, d'accord. Et concernant justement cette limite à 5 millions là qui arrivait, parce qu'avant vous étiez chez l'IMO CIP, si je ne me trompe C'est pas, ça, c'est ça. est-ce que vous aviez fait des projets à plus de 5 millions? Est-ce Non, qu'aujourd'hui cette barrière là est problématique pour vous ou non? non, chez Limo Finance, c'était pas problématique parce qu'on a toujours été focalisé sur des opérations, comme je le disais tout à l'heure, de petite ampleur, entre 5 et on va dire 30 logements, ce qui nous permet d'avoir des rotations relativement rapides et des projets qui potentiellement sur certains aspects peuvent être plus faciles à liser. Donc nous, ça n'a jamais été un problème, mais Walliant a l'ambition d'aller au-delà de cette limite et donc c'était un peu contraignant et donc on a demandé avec Walliant un agrément qui est supérieur à 5 millions d'euros. Et vis-à-vis de cet agrément PSFP, est-ce que vous allez avoir une difficulté chez Limo, vu que vous aviez un petit peu une double casquette, je le prononce comme ça, mais de promoteur d'un côté et de plateforme de crowdfunding immobilier? Justement, l'agrément PSFP, il me semble, impose quelques limites sur ce sujet-là. Et justement, qu'est-ce que ça va changer pour vous
demain? Alors, dans la loi PSFP, il y a effectivement des lois qui ont été mises en place pour limiter les risques de conflit d'intérêts. Il y a notamment une règle, qui est une des raisons pour laquelle la plateforme a été cédée, qui veut qu'un promoteur ne puisse pas détenir plus de 20% d'une plateforme qui finance ses projets. Or, Limo détenait quasi 100% de la plateforme. Et donc, avec la nouvelle réglementation, Limo ne pouvait pas continuer à financer ses projets comme elle le faisait dans le passé. D'où la cession de la plateforme. Et du coup, aujourd'hui, la règle est en fait très claire. Limo, le promoteur, n'a plus de lien capitalistique avec une plateforme, donc il pourra se financer chez Walliance, par exemple. Après, tu as parlé donc de Walliance. Alors effectivement, moi, je parle principalement d'investissement en crowdfunding immobilier sous forme d'obligations. Oui. Tu as parlé tout à l'heure d'equity. Est-ce que ça veut dire que les projets proposés par Walliance sont peut-être plus rémunérateurs? Qu'est-ce que tu peux nous dire justement sur cette manière d'investir qui est un petit peu différente? Alors, ce qui va être, je pense, très intéressant pour les investisseurs, c'est qu'ils vont avoir accès de la base de membres Limo plus Walliance, c'est qu'ils vont maintenant, et les Français en particulier, c'est qu'ils vont avoir accès à des deals qui vont être des deals soit en Espagne, soit en France et soit en Italie, et pas du coup seulement en France, ce qui va leur permettre un petit peu de découvrir d'autres marchés qui ont d'autres caractéristiques et aussi d'autres cycles. Donc ça va être intéressant pour ça. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que effectivement, ils pourront investir en actions s'ils le souhaitent ou en obligations. Quel que soit le support, on est de toute façon sur des taux qui sont assez similaires, qui sont aux alentours de 10-12% aujourd'hui. Voilà. Et les variations de ces taux seraient généralement limitées, en fait, enfin, vont dépendre de la qualité du projet, son emplacement, etc. Mais sur les taux, on se rejoint. Ce qui est intéressant aussi chez Walliance, qui est un plus gros groupe que ne l'était le groupe Limo, c'est qu'on a une application pour investir et que le processus d'investissement est aussi souple et aussi facile que chez Limo. En tout cas, je l'espère, c'est ce que j'ai pu constater. Donc synthétiquement, ce qui va être apporté aux investisseurs, c'est une plus grande solidité d'un groupe derrière, c'est plus d'investissements potentiels dans plus de régions avec une même facilité. Voilà. Euh, Principalement, je pense qu'on avait une bonne base de membres qui connaît bien le marché français. Et donc, en synthèse, c'est facilitation de découvrir les marchés étrangers comme l'Italie et l'Espagne. Alors après, en tant que voilà, investisseur, j'analyse beaucoup de plaquettes de projets. Je m'interroge un petit peu sur l'analyse voilà, d'une plaquette sur un bien qui serait par exemple en Espagne, en Andalousie par exemple. Comment tu vois cela vis-à-vis de la réglementation? Parce qu'effectivement, il y a un agrément européen global et ça, c'est une bonne chose. Ça permet de structurer et puis il va y avoir une certaine maturation du marché. Mais d'un autre côté, il y a beaucoup de règles qui sont différentes. Voilà, j'imagine, je ne sais pas si en Espagne il y a des notaires, je ne sais pas. Bien sûr, Comment tu vois cet aspect-là? Parce que justement, pour valoriser un projet en Espagne, pour que des investisseurs français puissent vraiment trouver suffisamment de matière, bien expliquée, parce qu'il y a quand même une petite barrière à l'entrée, quoi. bien sûr, bien sûr. Je pense que l'intérêt là, c'est que vous aurez des spécialistes du marché français, donc en l'occurrence Limo et les équipes actuelles de Walliance sur le marché français, qui pourront vous accompagner dans l'investissement des pays, dans les pays étrangers, qui, comme tu l'as dit, ont des similitudes. Je pense que les grands fondements, ce sont les mêmes choses, hein, l'emplacement, la qualité des travaux, la commercialisation, etc. Mais par contre, il y a des subtilités. Et donc, ce sera aux équipes de chaque pays d'aller voir leurs pairs. Donc, moi, en ce qui me concerne, aller voir les pairs espagnols, aller voir les pairs italiens, comprendre la façon dont ça fonctionne chez eux et pouvoir le traduire et répondre aux questions des investisseurs français pour les accompagner dans la découverte d'un nouveau pays. Comme tu l'as dit, il y a des choses à avoir en tête. C'est pas tout à fait la même chose, mais il y a aussi des opportunités. Quand on a un cycle qui est dans une période basse dans un pays, on peut aussi aller dans un autre pays si le cycle est un petit peu différent et retrouver les opportunités qu'on n'a plus. Donc voilà, la machine Walliance permet qu'on puisse investir dans pas mal d'endroits différents avec des équipes compétentes qui peuvent t'accompagner comme nous on l'a fait depuis le début chez Limo, parce que comme on en a parlé un petit peu avant, ce qui nous plaît vraiment dans ce métier, en tout cas c'est ma vision, c'est de pouvoir aussi expliquer comment marchent des opérations de promotion de l'intérieur. Vulgariser la promotion immobilière qui est assez complexe, faut pas se le cacher, mais dont on s'aperçoit avec plaisir maintenant après 10 ans que de plus en plus de personnes la maîtrisent dans ses moindres détails. On le voit sur les forums, ils posent des questions, ils comprennent les investisseurs. Donc voilà, donc on va les accompagner maintenant dans cette deuxième phase qui est cette phase internationale.
je suis tout autant excité qu'eux, hein, parce que pour nous qui travaillons en France depuis 10 ans, c'est aussi très intéressant de voir comment ça se fait en Italie, comment ça se fait en Espagne, et potentiellement un peu plus tard. Mais Wally s'en parlera mieux que moi. Peut-être aussi d'autres classes d'actifs d'ailleurs, parce qu'on a des classes d'actifs qui sont connexes à l'immobilier, comme le développement durable avec l'installation d'éoliennes et de panneaux solaires, où il y a une forte composante immobilière et qui peut être en ce moment et pour les années à venir pertinente. Alors aujourd'hui, voilà, on va arriver sur 2024. Tu sais que la situation est un petit peu compliquée. Alors déjà, on va peut-être attaquer au niveau européen. Est-ce que tu vois justement des difficultés similaires entre le marché français, avec cette hausse des taux, la hausse des prix des matériaux, des difficultés de la vente, du prix de sortie derrière? Est-ce qu'il y a les mêmes difficultés en Espagne, en Italie, ou est-ce que les marchés sont quand même assez différents pour d'autres raisons qu'on ne verrait pas? Alors, je vais mettre tout le monde à l'aise. J'ai pas encore eu le temps d'aller analyser les marchés espagnols et italiens. Donc c'est ce que je vais faire au contact de mes collègues dans les semaines et les mois qui arrivent. Et donc, je serais ravi de revenir si ça t'intéresse, si ça intéresse ta base d'investisseurs, pour faire un petit focus sur ces marchés. Mais aujourd'hui, je pourrais malheureusement pas en parler parce que je les connais pas suffisamment bien. Ce que je connais bien, c'est le marché français, puisque du coup, Limo a cette double casquette en tant que promoteur et plateforme de crowdfunding immobilier. Donc, ce qu'on voit effectivement, c'est que le marché français est complexe. Alors, il faut aussi scinder la promotion et le marchand de biens. Mais si je me focalise dans un premier temps sur la promotion immobilière, qu'on constate en fait depuis un an, et ça, je veux dire, c'est pas une surprise, c'est que les taux d'intérêt augmentant, ça a mis un coup d'arrêt aux ventes des opérateurs immobiliers de promotion de l'ordre sur cette année, là, 2023, de 40 à 50%. Donc c'est vraiment un facteur de préoccupation. Euh, tous les promoteurs sont concernés, du plus petit au plus gros. Les promoteurs qui souffrent le plus, de mon point de vue, sont aujourd'hui ceux qui ont une majorité de programmes en défiscalisation. On pourra un petit peu aller dans le détail si tu as Oui. besoin de voir ou d'approfondir ce qu'est un programme de défiscalisation, mais ce sont ceux qui souffrent le plus parce que l'arrêt de la loi Pinel et l'augmentation des taux ont été pour eux complexes. Ce qu'on constate chez le promoteur Limo, c'est que donc la vente, comme chez tous les promoteurs, est compliquée. Là où on peut tirer encore l'épingle du jeu, c'est sur deux types de projets, en tout cas en ce qui concerne le promoteur Limo. Un, c'est sur les projets, on va dire, de résidence secondaire plutôt luxe. Exemple, programme de montagne dans les Alpes, où là, contrairement à tout le reste du territoire français, les prix continuent à augmenter. Donc, j'ai en tête un programme qu'on a dans les Alpes, pas loin de Megève, euh, où, euh, où, en fait il y a une forte demande qui continue à être présente. On a un programme aussi sur la côte atlantique où on a des ventes qui se sont plutôt bien passées cette année. Comment l'expliquer? Probablement par le fait que ces résidences secondaires sont acquises par des gens qui ont déjà un fort pouvoir d'achat, qui ont soit qui achètent comptant et qui ont donc peu besoin d'emprunts immobiliers et donc pour qui la hausse des taux est pas si importante que ça, soit qui font des emprunts relativement importants, mais qui, compte tenu de leurs revenus par ailleurs, ne sont pas si pénalisés que ça par la hausse des taux d'intérêt. Donc, c'est pas quelque chose qui va annuler leur projet. À un bout de l'échelon du spectre des prix, on a ces résidences secondaires avec des appartements ou des villas qui sont plutôt chers qui continuent à se vendre. À l'autre bout, ce qui continue à bien se vendre sont les lots qui sont pas chers du coup, 200 000 euros ou moins si je pars de la province. Le promoteur Limo a réalisé des opérations de rénovation dans le centre de Toulouse où ils ont acheté en gros, ils découpent en petites cellules. On sait qu'il y a un énorme besoin de logement étudiant. On sait aussi que du coup les taux d'intérêt sont élevés. Le fait d'avoir des petites surfaces qui coûtent pas trop cher avec donc du coup de l'emprunt qui est pas trop important, qui vont être ensuite loués à des étudiants par exemple pour parler de Toulouse, ça fonctionne bien. Ce qui est au milieu, c'est plus compliqué. C'est-à-dire des lots en défiscalisation en particulier, entre 300 et 400 000 euros, là c'est compliqué. D'accord, non, c'est intéressant d'avoir cette vision-là. Et du coup, quelle est pour toi un petit peu la porte de sortie de cela? Bon, on arrive vers une stabilisation des taux, ça va peut-être aussi être pas mal pour bon nombre d'acteurs d'avoir un peu plus de visibilité.
Est-ce qu'il y a un taux de retard inquiétant? Est-ce que ça peut mettre en risque un petit peu ce métier de la promotion, certaines sociétés, et puis également peut-être la partie BIMO qui gérait la promotion? Ou est-ce que voilà, faut juste temporiser, faut attendre un petit peu voilà, peut-être le début d'année 2024, sachant que généralement, et tu me contrediras, mais c'est une impression que j'ai à mon niveau, alors j'ai une double impression. Déjà, j'ai la même que toi vis-à-vis un petit peu des Alpes, la Haute-Savoie, tout ce qui est région PACA. Je vois bien dans les projets que le marché se porte bien et qu'il y a une belle demande. Mais d'un autre côté également, et tu me contrediras si je dis des bêtises, c'est que souvent les marges en promotion immobilière sont un peu plus faibles par rapport aux marchands de biens. Et moi personnellement, en tant qu'investisseur, j'ai toujours une petite crainte quand je vois des marges aux alentours de 10%, souvent c'est entre 8 et 12, une petite inquiétude derrière parce qu'il n'y a pas beaucoup de gras entre guillemets pour baisser un peu les prix. Ça doit être ric-rac, quoi. Donc, quelle vision tu as là-dessus sur notamment les programmes qui sont vraiment en difficulté et comment Oui. essayer de s'en sortir par le haut pour tous les acteurs, que ce soit le porteur de projet, la plateforme et les investisseurs? Alors, c'est une question qui est assez vaste et pour laquelle il n'y a évidemment pas de réponse facile. Donc, je vais essayer de la structurer pour que ce soit le plus clair possible. Déjà, je pense que c'est. Alors, on peut avoir des analyses sur l'ensemble de projets, mais tout immobilier, en fait, est par définition local. Donc, si on va avoir une analyse un petit peu fine, et on est obligé de se pencher à un moment donné à tel ou tel projet. Parce que, encore une fois, on va tenter de faire des analyses globales, mais il faut rentrer dans chacun des projets en fonction de leur emplacement, en fonction de leur historique, ils ne vont pas avoir les mêmes, les mêmes sujets. Donc ça, c'est pour répondre déjà en préambule. Ta deuxième question, c'est consiste à dire que les projets de promotion ont des marges moins importantes que les projets de rénovation. Oui, mais pour moi, de mon expérience d'opérateur immobilier chez Limo, c'est vrai que les banques, historiquement, on va dire quand tout se passe normalement, les banques sur la promotion vont demander une marge de 7 à 8%, alors qu'elles vont demander au moins de 12 pour une opération de marchand de biens. Alors là encore, je vais aller rapide, hein, parce qu'il y a des opérations de marchand de biens, il y a de tout. Ça va de la réhabilitation extrême à ce qu'on appelle un coût immobilier. Tu achètes, tu revends et tu revends facilement parce que tu as identifié que l'achat était pas cher. Mais si les banques demandent plus cher dans des opérations de marchand de biens, c'est aussi parce qu'une opération de marchand de biens est théoriquement plus risquée. Une opération classique qui est achat d'anciens, rénovation et revente. Donc ça, c'est l'opération de marchand de biens traditionnelle. Elle est plus risquée dans le sens où, en théorie, il y a plus d'éléments qui sont aléatoires, et en particulier les travaux. Quand tu as une opération de marchand de biens où tu dois faire des travaux, il arrive dans certains cas, voire fréquemment, que tu ne saches pas vraiment l'ampleur des travaux à la base, parce que c'est en commençant à taper dans les murs, en commençant en démolissant des planchers, que tu vas t'apercevoir de l'ampleur des travaux. Et d'autre part, elle demande des tickets, enfin des démarches plus importantes parce que dans une opération de marchand de biens, une des clés des marchands de biens, c'est d'acheter pas cher. Si tu n'achètes pas cher, quels que soient justement les travaux que tu vas avoir, tu pourras faire de l'argent. Et du coup, quand tu dois acheter pas cher, il y a très très peu de projets qui sont pas chers. Donc il faut savoir sur ces projets pas chers se positionner vite, sans tout savoir sur les travaux. Et donc par conséquent, les banques sont en capacité de t'accompagner, même si tu sais pas tout vite, si tu peux leur montrer que quand même la marge est importante. Donc, j'ai essayé de clarifier un petit peu. Par opposition, la promotion immobilière sont des projets qui sont en général plus longs, plus complexes, parce qu'il faut d'abord acheter le terrain, il faut déposer un permis de construire, alors que sur des opérations de rénovation de marchand de biens, tu n'en as pas forcément tout le temps, etc., etc. Étant plus long et ayant des travaux qui sont censés démarrer de zéro, les hypothèses sont en général mieux connues. Et donc, tu as moins d'hypothèses, tu as moins de risques, et donc tu as une marge qui peut être demandée de manière un peu plus faible. Voilà, c'était pour remettre un petit peu. Et donc, l'analyse qui consiste à dire les opérations de promotion, elles ont moins de marge que les opérations de marchand de biens, et donc il y en a moins pour absorber, c'est pas tout à fait juste, parce que ça va dépendre de l'opération elle-même. Si tu as une marge de rénovation qui est à 20%, tu dis, bon, je suis assez. Ouais, mais ça dépend justement de ce qu'ils vont trouver en travaux. Tant que tu n'as pas fini les travaux en particulier, tu peux encore prendre un énorme pet qui te fait baisser ta marge à 5. Voilà. C'est juste pour clarifier ce point-là. Ensuite, si je reviens sur les opérations de promotion, la question c'est comment on va sortir ces opérations de promotion. Aujourd'hui, à l'heure où on se parle, on est au début décembre 2023. Il n'y a pas, y a pas énormément de solutions faciles en fait. Je sais que les équipes de Limo ont beaucoup regardé le sujet de la vente en bloc, comme tous les autres promoteurs. Quand je dis Limo, c'est tous les autres promoteurs, hein, parce que tous les promoteurs sont de la même logique. Les opérations en bloc,
qui avait été une des solutions de la crise de 2008, où en fait l'État avait dit aux opérateurs publics ou parapublics, ben, allez acheter aux promoteurs les lots et faites du logement social. Bah, les opérateurs sociaux, on s'aperçoit, ou les bailleurs sociaux, on s'aperçoit qu'ils ont des taux de rendement qu'ils attendent, qui sont aussi relativement élevés. Et par conséquent, l'équation pour les promoteurs ne fonctionne pas forcément. De mon point de vue, de ce que je vois sur la promotion immobilière en France, on n'a pas non plus un sauvetage des bailleurs sociaux qui va pouvoir se faire. Il y a une deuxième partie de l'achat en bloc qui est la vente à des organismes de co-living, qui a été aussi testé chez Limo. Donc ça peut marcher parce qu'il y a une forte demande des investisseurs sur le co-living. Mais pareil, ça va marcher pour certains projets bien placés, en particulier ceux qui sont au centre des grandes métropoles, et encore pas toutes les grandes métropoles, en région parisienne, centre ou première couronne, ou les grandes métropoles régionales. Sinon, troisième élément qui n'est pas dans le pouvoir aujourd'hui des opérateurs, mais pour lesquels ils font beaucoup de lobbying, bah, c'est que le gouvernement puisse sortir une loi de déficit qui soit très incitative et qui puisse permettre à tous ces opérateurs de revenir sur des niveaux de vente qui sont, je ne sais pas s'ils seront à égal de l'année dernière, mais enfin, à un niveau, je veux dire, standard. Mais là, on est à moins 50%. C'est vraiment compliqué. Donc, il n'y a pas de martingale en conclusion. Sinon, on ne serait pas à moins 40 ou moins 50%. Il y a des pistes de sortie. Et la piste de sortie ultime, c'est de transformer les résidences, les construire, mais ne pas les vendre, les louer, le temps que le marché se reprenne et les vendre dans plusieurs années. Ça, c'est une des options aussi qui Ouais, n'est pas c'est une autre forcément prise en piste. compte. C'est Voilà. intéressant, ça, effectivement. Je ne l'avais pas trop en tête, mais effectivement, de partir sur un petit peu de location et là, non, non, c'est intéressant d'avoir cette vision-là. Alors après, c'est vrai que sur la partie travaux, nous, on le voit bien sur les projets personnellement que j'analyse. Quand il y a une partie travaux conséquente, le foncier va représenter 30-35% du projet. Quand il y a 40-45%, 50% de travaux, effectivement, le risque là, il est conséquent. Alors peut-être plus par rapport, ouais, c'est vrai, avec la promotion immobilière, parce qu'effectivement, on part de zéro, le projet est cadré. Alors après, effectivement, il y a la durée qui fait que souvent, promotion immobilière, on est quand même plus sur 2-3 ans, alors qu'un projet de marchand de biens, souvent, c'est peut-être plus à 12-18 mois. Donc ça, c'est vrai que c'est intéressant. Et après, là, c'est très intéressant ce que tu disais, notamment sur trouver des solutions en sortie, sur le fait potentiellement de faire du co-living ou d'essayer en fonction de la localisation, trouver une porte de sortie. Et par contre, concernant la défiscalisation, donc on va perdre le Pinel fin 2024. Si je me trompe pas, tu penses vraiment. Alors, j'ai cru comprendre que notre ministre de l'économie travaillait sur un prêt à taux zéro dans les prochains mois, qui serait un petit peu élargi. Et je ne sais pas si tu as plus d'éléments que moi. Mais au-delà de ça, est-ce que tu penses vraiment qu'ils vont, vu que le gouvernement n'aime pas trop la défiscalisation, enfin l'immobilier, je veux dire, la défiscalisation dans l'immobilier, est-ce que vraiment on va avoir une solution qui va arriver par la suite? Voilà, c'est une vraie question que je te pose. Alors, évidemment, j'ai pas je ne sais pas ce que le gouvernement va faire et de ce que je comprends, il n'y a pas grand monde dans la profession aujourd'hui qui sait, et c'est un des problèmes. On a la présidente de Nexity, qui était l'ancienne chef de cabinet de Manuel Valls, donc qui est très bien introduite dans les milieux politiques et notamment au gouvernement. Si tu la suis sur Twitter ou sur LinkedIn, tu verras qu'elle n'arrête pas de faire du lobbying, qui me paraît sans fait, mais elle se heurte à un mur. Donc personne ne sait vraiment ce que le gouvernement va faire. Et donc, je ne peux avoir qu'une vue personnelle, puisque tu me la demandes, je te la donne. Je suis comme toi. Merci. Non, mais je veux dire, je reste très humble parce que je ne sais pas, j'ai ma propre vue, mais je pourrais pas dire que c'est ça qui va se passer. Mais ce que je me dis, c'est qu'effectivement, c'est pas un gouvernement qui, paradoxalement, sur l'immobilier, a l'air très moteur, avec plutôt une volonté de laisser faire, je veux dire, sans que l'État intervienne trop. Il arrête la Pinel, il arrête les aides pour les bailleurs sociaux. Enfin, vraiment, c'est voilà. Je pense que si on se focalise sur de l'immobilier, il ne faut pas attendre plus que ce qu'ils ont fait depuis 7 ou 8 ans maintenant, depuis 2017, donc ça fait 6 ans. En revanche, je pense que ce qui peut peut-être les faire bouger, c'est si la crise de l'immobilier, on va dire la crise économique des opérateurs d'immobilier, se transforme en crise politique et qu'elle vient sur le devant de la scène. Dit autrement, que les opérateurs immobiliers ou que le milieu de l'immobilier globalement ne fonctionne pas, promoteurs, opérateurs, bon, ça va perdre de trop les gêner. C'est pas beaucoup d'emplois, juste l'immobilier. Mais par contre, si ça transforme en crise politique, crise du logement ou augmentation du chômage, là, je pense que ça peut les faire bouger. Parce que du coup, les médias vont de plus en plus en parler, et parce que ce sera plus juste une crise économique, ça va devenir une crise sociétale.
Comment ça peut devenir une crise sociétale? Le manque de logement. On l'a vu à la rentrée avec pas mal d'articles qui sont sortis sur la crise du logement étudiant. Il manque énormément de logements étudiants, donc c'est pas nouveau, et ça s'amplifie. On voit qu'avec les locations saisonnières qui fonctionnent bien, c'est autant de logements en moins pour les citoyens, on va dire. Et donc ça, c'est un autre sujet qui va dans le sens de la crise du logement. On entend des députés qui commencent à dire que maintenant, on vient les voir parce qu'on n'a plus de logement, alors qu'avant, c'était peut-être plus le chômage, le terrorisme, je sais pas, mais ça devient un sujet sociétal. Et j'entends des politiques maintenant qui parlent de la crise du logement et qui disent qu'on va, Bruno Le Maire en parlait, qu'il faut qu'on trouve des solutions à la crise du logement. C'est pas, il faut qu'on trouve des solutions à la fin de la défiscalisation. Ça, il le faisait pas. Mais par contre, le logement, ça commence à être un problème. Et s'il ne reste qu'avec des mesurettes, comme ils le font jusqu'à présent, ça ne va pas résoudre la crise du logement. Ça, pour le coup, j'en suis certain, parce que je vois comment sont faits les logements au quotidien. Non, c'est pas avec des petites mesures que tu peux relancer la filière, qui est une filière complexe avec beaucoup d'acteurs. Donc ça, c'est la première crise sociale qui pourrait arriver. La deuxième crise sociale qui pourrait arriver, qui pourrait faire pencher la balance pour moi, c'est le chômage. Oui, chez les promoteurs, c'est peu de personnes, parce qu'un promoteur est quelqu'un qui, et même les marchands de biens, sont des gens souvent qui travaillent seuls ou à peu de personnes, en sous-traitant un maximum, sous-traitant aux architectes, aux entreprises, etc. Donc si tu le regardes juste au niveau de personnes qui sont impliquées dans le métier, quand tu licencies des promoteurs, quand tu licencies chez les promoteurs, ce qui se fait aujourd'hui, je pense que c'est négligeable. Le problème, c'est que maintenant, ça s'étend ailleurs que chez les promoteurs. On voit pour la première fois des notaires qui licencient leurs équipes immobilières. On voit que de plus en plus d'entreprises de travaux font faillite. Et là, quand tu commences à aller notamment dans le BTP, tu touches beaucoup plus de personnes. Je ne sais pas, j'ai pas étudié les derniers chiffres du chômage qui sont moins bons, avec une remontée du chômage ces 2 derniers mois. Je ne sais pas si c'est lié ou pas véritablement à l'immobilier, mais je pense que ce qui avait fait la force du gouvernement actuel, c'est la baisse du chômage. Je ne les vois pas faire quelque chose sur cette remontée, parce que si jamais le chômage continue à monter, ça va être très négatif pour leur bilan. Donc ils vont devoir trouver des solutions, et je les vois mal ne pas s'attaquer à un moment donné, au moins au BTP, qui est pourvoyeur de beaucoup d'emplois. Donc en conclusion, si ça devient une crise sociétale avec ces deux aspects, je pense qu'ils vont bouger. La question, c'est est-ce que ce ne sera pas trop tard? Donc ils vont devoir agir. La question, c'est quand. Et c'est surprenant d'ailleurs que tu parlais des notaires, parce que j'ai un ami chasseur de biens sur Bordeaux qui me disait exactement cela, qui passe régulièrement devant une office notariale et que il y avait 12 places de parking et que c'était tout le temps plein. Et là, depuis quelques semaines, quelques mois, il y a deux, trois voitures, c'est vide. En fait, il me disait, c'est Ben, incroyable. ouais, c'est pas illogique, hein. Tu sais, t'as moins 50% de ventes, c'est énorme. Du jour au lendemain d'avoir moins 50%. Surtout, ce qui est ralent, en fait, c'est que c'est pas pour un bien futile, c'est pour du logement. Et on sait qu'on a besoin de logement. Or, tu as 100% des ventes en France qui passent par des notaires. Tu n'as pas une vente, un acte qui ne passe pas par des notaires. Donc, ça veut dire réduction de leur activité de 50% eux-mêmes. Donc, oui, logique. Bon, bah, on va attendre et espérer peut-être une action du gouvernement, mais bon, je pense qu'on peut peut-être attendre. Mais à votre niveau, justement, pour peut-être refermer la parenthèse des projets qui sont en cours, quels vont être vos critères de sélection pour lancer potentiellement de nouveaux projets sur début 2024, que ce soit avec Waliance ou l'IMO France, la partie IMO France, en France? Est-ce que vous avez déjà des nouveaux projets dans les tuyaux et quels vont être un petit peu les critères de sélection pour peut-être qu'il y a des typologies de projets dans la promotion immobilière qui sont peut-être plus sûrs que d'autres, peut-être des Alors, localisations comme tu l'as dit tout à l'heure aussi sur certaines régions. Je ne sais pas, j'imagine que vous travaillez le sujet pour sortir de bien nouveaux sûr, projets prochainement, vu que vous avez maintenant l'agrément PSFP et que vous pouvez donc lancer ce genre d'opération. bien sûr. Déjà, je voudrais parler des projets en cours et Oui, ensuite des futurs projets. Euh, dans cette période compliquée, il me semble que qui est la première en fait que traverse le crowdfunding immobilier depuis 10 ans. Ce qui est fondamental, c'est déjà de donner des solutions et de la communication aux investisseurs qui investissent sur les opérations en cours et qui sont compliquées. Chez Limo et chez Walliant, on a multiplié les webinaires ces dernières semaines pour tenir au courant les investisseurs, pour leur expliquer ce qu'on fait. Parce que les informations qu'il y a aujourd'hui sur l'immobilier peuvent être anxiogènes et on fait beaucoup de choses au quotidien, mais c'est pas toujours perçu. Donc, il y a un renforcement de la communication sur les projets en cours avec pour but de montrer ce qui est fait. Ensuite, sur les futurs projets, le sujet numéro un, on en a parlé pendant une bonne partie de l'émission, c'est les ventes. Donc, le premier focus qui sera fait sur les futurs projets, c'est la capacité à vendre. Et donc, quand on dit capacité à vendre, c'est est-ce qu'il y a déjà de la pré-commercialisation? Est-ce qu'il y a beaucoup de lots à vendre ou pas? C'est pas la même chose de devoir vendre 50 lots que de devoir en vendre 2. Et troisième analyse fondamentale, c'est euh, bah, de combien le prix doit être baissé
pour que l'opération soit toujours à zéro. Dit autrement, si tu as une opération, tu dois juste baisser de 2% et tu arrives dans le rouge. Et si tu as une opération, en fait, il faut baisser les prix de 20%, et là, tu arrives dans le rouge, c'est pas du tout pareil. On sait que tôt ou tard, ces biens se revendront. C'est plus une question de temps. Voilà. Donc, focus 1 sur la commercialisation et 2, focus aussi sur la qualité des garanties qui seront proposées aux investisseurs, parce qu'il faut anticiper le fait que ça ne fonctionne pas. Et donc, dans ce cas-là, comment l'investisseur peut retrouver sa mise. Mais il y a probablement, tu sais, en parlant, je me fais une réflexion aussi. Depuis 10 ans, on est très positif sur l'immobilier, mais depuis quelques mois, on sentait que, avec le Covid notamment, avec les autorisations qui sont moins faciles d'obtenir depuis quelques années, on sentait qu'on pouvait être sur le début d'une entrée dans un cycle baissier, une baisse de cycle. Aujourd'hui, depuis un an, on est abreuvé de mauvaise communication sur l'immobilier. Et donc, on est tous en train de se dire, ça va pas, ça ira jamais. Mais moi, je me dis, en fait, il est très possible qu'on soit au début de la remontée. On s'en aperçoit pas parce qu'on n'a que des mauvaises nouvelles en ce moment. Et du coup, comme nos projets sont toujours des projets qui ont au moins allez, 1 an, à 2 ans, à 3 ans de cycle, il faut aussi se projeter maintenant pour des sorties qui seront dans 2, 3 ans. Et donc, il ne faut pas juste dire on arrête de tout financer, parce qu'au contraire, c'est quand la situation est difficile qu'on peut parfois trouver des bonnes opportunités. Et donc, la capacité à expliquer clairement ce qui est une mauvaise opportunité aujourd'hui, de ce qui est une petite pépite qu'il faut quand même regarder malgré le contexte qui est compliqué, bah, c'est maintenant qu'il faut savoir le faire, avec une vraie bonne connaissance fine de l'immobilier. Il faut se projeter dans une sortie, pas dans 2 mois, parce que dans 2 mois, les taux ils vont rester à 5 ou à 4, mais dans une sortie dans un an, dans 2 ans. Et il y a des fondamentaux qui restent. Les logements étudiants, j'en ai parlé, les grandes villes, j'en ai parlé. Voilà. Donc, c'est cet équilibre-là et c'est cet équilibre-là entre ce qu'on entend aujourd'hui dans les médias généralistes, ce qu'on constate, nous, au quotidien, les professionnels, et se prolonger un petit peu, se projeter pardon, à 2 ans, qu'il faut que nous, plateformes, on arrive à faire pour expliquer, pour vulgariser de manière la plus simple et la plus crédible possible, pour donner des informations aux investisseurs qui investiront ou pas. Et c'est à nous de décrypter ce qui se passe au quotidien. Important ça, effectivement, pour les investisseurs, notamment cette partie communication qui est très, très importante dans le contexte actuel. Sur beaucoup de plateformes, il peut y avoir des difficultés, sur d'autres un petit peu moins, mais notamment sur les projets en retard ou potentiellement où il y aurait même des procédures, le fait d'avoir une communication. Alors moi, j'avais participé à deux webinaires de l'IMO, effectivement, et c'est intéressant parce que ce projet-là, on voit qu'il y a des solutions qui sont en train d'être cherchées, peut-être voilà, le projet au début de redistribuer peut-être les biens aussi, de partir sur des appartements, comme tu le disais tout à l'heure. On sait qu'à 300, 400 000, ça sera pas liquide, enfin ça pourra pas se vendre, peut-être partir sur des plus petits, des petites surfaces. Donc là, c'est important, effectivement, vraiment, et ça, je peux que pousser les plateformes et la chaîne YouTube effectivement à demander plus de communication, que ce soit écrite ou en vidéo ou autre. Ça, c'est vraiment important. Et puis l'autre point clé, effectivement, côté investisseur, nous, on est intéressé d'avoir des projets justement avec une visibilité à 2 ans sûre, avec de bonnes garanties, avec certaines pré-commercialisations, parce que ça, effectivement, c'est important, c'est ce qu'on regarde souvent, parce que c'est un facteur qui apporte un peu plus de sérénité sur le projet. On a plus envie d'investir quand il y a 50% de pré-commercialisation, avec de la marge, plutôt que quand il y a 0%. Et puis si on est sur une petite commune de 5-10 000 habitants, effectivement, le marché n'est pas... Voilà, on n'a pas de certitude. Donc, écoute, je pense qu'on a fait le tour. Alors, je vais te laisser quand même le mot de la fin. Peut-être nous parler des futurs projets en 2024. Donc, on a parlé des projets, mais il y a aussi peut-être des projets autour du site. Dans la communication qu'on avait reçue par mail, j'avais noté que vous allez sortir peut-être une application mobile. Oui. Est-ce qu'il y a des choses que vous allez développer prochainement pour l'année 2024 et peut-être même les années suivantes? Oui, mais écoute, je te remercie pour la question. Là, l'enjeu opérationnel chez Limo Finance et chez Walliant, c'est de fusionner en fait les deux sociétés. Donc, dans les mois qui arrivent, on est début décembre 2023. On va continuer à proposer des projets sur la plateforme Limo Finance. Et puis, cette plateforme va être fusionnée techniquement avec la plateforme Walliant au début de l'année 2024. Et à ce moment-là, donc les investisseurs auront accès à toutes les fonctionnalités qu'a la plateforme Allianz aujourd'hui, qui sont des fonctionnalités assez élargies, et notamment à une appli Android et une appli iPhone. Donc voilà, donc ce sera un plus qui sera apporté aux investisseurs début 2024, quand les deux plateformes seront fusionnées, ce qui prend un petit peu de temps parce que, comme tu sais, on a
quand même 25 000 membres, avec des comptes MangoPay qui sont derrière. Donc, Ouais. une fusion qui doit être faite dans les règles de l'art, évidemment. Et cette fusion, j'en profite pour en parler pour les investisseurs, sera faite en leur communiquant au fur et à mesure ce qui conviendra de faire et en essayant de faire en sorte justement qu'il y ait le moins de travail à faire du côté des investisseurs. On va communiquer sur les prochaines étapes et dès début 2024, ils pourront investir via Valiant. D'accord, bah, écoute, je te remercie pour ces infos et d'ailleurs, bah, j'en profite, hein, pour mon audience et de potentiels futurs investisseurs. Si vous ne connaissez pas l'IMO, bah, je mettrai le lien en description, hein. N'hésitez pas à vous inscrire, même si ce n'est que pour voilà, regarder les prochains projets qui vont sortir, les analyser. Et moi, je pousse vraiment vers cela, d'analyser un maximum de projets, d'avoir un regard aussi différent, parce qu'effectivement, nous, peut-être un peu sur ma chaîne, je parle beaucoup quand même de projets de marchand de biens, un peu moins de projets de promotion immobilière. Et je pense que c'est bien d'être curieux et d'autant, comme tu l'as dit, le marché a été compliqué. Il est compliqué aujourd'hui peut-être pour la promotion immobilière, mais peut-être que le marché va vite se retourner si les taux restent stables. Et voilà, on ne sait pas. Donc, il ne faut pas être trop non plus pessimiste sur tous ces éléments-là. Et puis regarder, quoi, parce qu'il y a toujours de bonnes opportunités dans l'immobilier. Bon, en tout cas, je te remercie beaucoup, hein, d'avoir accepté cette Bah, avec invitation. Et plaisir. puis, Merci à toi, Laurent. je te dis à bientôt. À bientôt. Salut, Laurent. Merci à toi. Merci.